pulse your back to idle on all four engine. We're getting the crew ready. Si je pensais aux 15 dernières années, je me mettrais à pleurer comme un gamin. Tellement il y aurait d'émotions qui viennent. Donc il faut se concentrer sur le présent, sur le futur, sur ce qu'on est en train de faire maintenant, et puis décoller. Nils de André, on est en train de démarrer. And that's copied. Have a good flight, André. Main wheel lift off. Ouais! Bon vol, André, mon ami, mon frère solaire. Bon vol. Merci Bertrand, je penserai à toi chaque minute ici et je penserai à toute l'équipe. Hein. C'est absolument génial. Merci. L'avion part dans cette direction. Si tout va bien, dans 5 mois, il reviendra dans l'autre direction, après avoir fait tout le tour. C'est bien plus qu'un simple avion qui s'élève maintenant dans le ciel d'Abu Dhabi. C'est le messager des rêves de deux pionniers, Bertrand Piccard et André Borschberg. Ensemble, ils ont relevé un défi, accomplir le tour du monde à bord d'un avion, uniquement propulsé par l'énergie solaire. Tout a commencé en 1999. Bertrand Piccard réalise avec son coéquipier Brian Jones le premier tour du monde en ballon sans escale, avec du propane pour combustible. Il se fait alors la promesse de renouveler cet exploit, mais cette fois sans aucun carburant. 4 ans plus tard, il initie un projet fou, faire voler un avion de façon perpétuelle grâce à l'énergie du soleil. La rencontre avec André Borschberg, pilote et entrepreneur suisse, est alors déterminante. Sous sa direction, des dizaines d'ingénieurs vont relever le défi. Et le 3 décembre 2009, un avion aux ailes de géant s'élève de quelques mètres au-dessus du sol. Un an après, Solar Impulse réalise un premier vol de 26 heures. Un succès qui permet d'envisager de voler au-delà des frontières. En Europe d'abord, puis au-delà de la Méditerranée. Bonjour le Maroc! Mais Bertrand et André veulent aller plus loin. Parcourir 5600 km au-dessus des États-Unis pour délivrer leur message à New York, au siège des Nations Unies. Solar Impulse est la preuve qu'avec de l'audace et de la détermination, nous pouvons voler vers un plus beau futur. Et c'est pourquoi, j'espère, vous voyagerez tous avec nous en 2015. Cet avion vous appartient. Si on veut montrer qu'on peut faire des choses impossibles avec des technologies propres et des énergies renouvelables, il faut que la chose soit considérée comme impossible. Il ne faut pas faire un petit vol, il faut faire le tour du monde, il faut que l'avion vole jour et nuit. Et puis tout ça, c'est possible uniquement parce qu'il n'a pas de carburant. C'est dans cette aventure que les deux pilotes visionnaires viennent de se lancer. Ils ont 35 000 km à parcourir pendant les 5 mois où la météo va leur être favorable. Une véritable course de relais en 12 étapes pour franchir 5 continents et 2 océans. Les traversées du Pacifique et de l'Atlantique cristallisent déjà toutes les appréhensions. Pour rallier les deux rives, il faudra être capable de voler 120 heures d'affilée, sans possibilité de se poser en cas d'urgence. Pour l'heure, c'est André qui réalise le premier vol. Merci beaucoup. Altitude actuelle, 1600 mètres. La grande particularité de Solar Impulse, c'est vraiment de pouvoir voler pratiquement de manière perpétuelle. C'est ça qui le rend complètement différent, complètement nouveau. Et pour pouvoir voler l'énergie solaire jour et surtout de nuit, il faut un avion qui soit extraordinairement efficient dans son utilisation de l'énergie. Donc on a la taille d'un 747 avec le poids d'une voiture. Les ingénieurs ont poussé les technologies existantes dans leurs ultimes retranchements. Une structure ultra-légère en carbone, des ailes démesurées, recouvertes de 17 000 cellules photovoltaïques qui transforment la lumière en énergie, distribuée ensuite dans 4 moteurs et stockée dans des batteries. Voilà l'environnement dans lequel je vis, je fonctionne. Hein, l'espace qui est derrière, dans lequel je peux me coucher. Hein, et puis si je me couche, en fait, perspective que ça peut donner.
Donc j'ai la possibilité de reprendre les commandes instantanément. J'ai un cockpit super bien équipé, hein, donc j'ai tout le système d'oxygène ici. J'ai des ordinateurs de bord qu'on a développés nous-mêmes, qui donnent toute l'information sur les moteurs, sur les batteries. Ensuite j'ai la partie centrale qui est la partie navigation, qui est un petit peu standard. Évidemment l'instrument indispensable à tout le monde, même dans l'avion, chez nous, c'est l'iPad avec lequel je communique avec le centre de contrôle. Toute Odyssée a son port d'attache, sa base. Apollo 13 avait Houston. Solar Impulse, lui, est relié au centre de contrôle à Monaco. C'est là qu'une équipe de 25 personnes veille jour et nuit sur l'avion et son pilote. Météorologues, contrôleurs aériens, ingénieurs de vol, médecins. Ils écoutent chaque respiration de l'avion et guettent le moindre nuage en formation. Aucune décision ne se prendra sans eux pendant cette traversée. Et c'est dans le silence total que Solar Impulse se pose à Oman, après 14 heures de vol. C'est maintenant au tour de Bertrand de prendre les commandes de l'avion. Devant moi, le ciel est complètement clair. Je n'ai des cirrus que sur ma gauche. Les pilotes se relaient aux commandes de Solar Impulse pour réaliser les courtes étapes qui les séparent de la Chine et du vol décisif. Inde, Birmanie, partout l'arrivée de Solar Impulse suscite l'émotion et déplace les foules. Bertrand et André sont accueillis en héros. C'est aussi l'occasion pour eux de porter leur message. À notre époque, nous avons besoin de leaders, de présidents, capables d'accomplir la mission, d'apporter une meilleure qualité de vie sur cette planète. 3 semaines se sont écoulées depuis le départ du Tour du Monde. Bertrand est aux commandes pour poser Solar Impulse sur le sol chinois. Les choses sérieuses vont commencer. 1 meter. Manual touchdown. Waouh, ça c'était du sport. C'est un privilège, c'est un honneur d'amener le premier avion solaire dans la plus grande ville du monde, Chongqing, et dans le plus grand pays du monde, la Chine. Bonsoir à tous. C'est un vrai privilège d'être là aujourd'hui. Ce sont des moments que nous aimons beaucoup avec Bertrand. Être avec vous, la nouvelle génération qui fera le monde de demain. Le premier avion, il y a 100 ans, ne pouvait pas non plus transporter de passagers. C'était le début d'un cycle. Aujourd'hui, nous commençons le début d'un nouveau cycle. Chongqing, 35 millions d'habitants. Une mégalopole gorgée d'énergie fossile comme le charbon et le pétrole, et dont l'air est saturé de particules fines. Ici, le projet prend tout son sens. Tout ce qu'on voit ici pourrait très bien exister avec un taux de pollution acceptable, pourrait très bien exister avec très peu d'émissions de CO2, à condition que ces maisons soient isolées, qu'elles aient des doubles vitrages, qu'elles puissent économiser du chauffage et de l'air conditionné, à condition que toutes ces voitures soient électriques, à condition qu'on ait des systèmes d'éclairage au LED, des nouveaux processus industriels. Il ne faut pas se battre contre ça. Il faut simplement voir que ça peut exister avec 75% d'émissions de CO2 en moins. Et si j'adore ce symbole de Solar Impulse et du vol autour du monde sans carburant, c'est parce que ça montre jusqu'où on peut aller dans le possible, avec des technologies propres. L'étape à Chongqing ne devait durer que quelques heures. Mais les conditions climatiques bloquent l'avion au sol. André profite de ce repos forcé pour quitter la ville, se recentrer, retrouver la sérénité indispensable au succès de la mission.
Yoga, méditation, et puis tous ces exercices de respiration, hein, c'est quelque chose que j'essaie de pratiquer presque journellement. Et finalement, dans le cockpit, on aura des situations qui sont difficiles. Je vais essayer de répéter un cycle que je connais. C'est aussi une bonne manière de créer cette durabilité, finalement, hein, de pouvoir voler plusieurs jours, plusieurs nuits. Et ça m'aidera aussi, je pense, à me déstresser ou à m'éloigner un petit peu, à me dissocier un petit peu de ce que je vais vivre à certains moments. Après 3 semaines d'attente, une fenêtre météo s'ouvre enfin. Bertrand prend les commandes. C'est bon, j'ai le feu vert de la tour. Moi, je suis bon. Le readiness, si lui est prêt. C'est l'ultime étape, avant de lancer l'avion au-dessus du plus grand océan de la planète. Enfin, de nouveau en l'air. Peut-être que le vol dont j'ai le plus profité, c'est Chongqing-Nanjing. Je me suis dit, dernier vol avant les océans, essayons de profiter de chaque instant. Et là, j'ai vraiment profité de chaque instant. Maintenant, je suis là. Je suis sur la Chine, des paysages superbes. J'ai du plaisir à voler sur cet avion. C'est beau, je me sens bien. La force de Solar Impulse, c'est aussi son pouvoir de séduction. Cet avion capte les regards et porte à tous un message d'espoir. À votre âge, tous les rêves sont permis. Vous devez avoir de l'espoir, des projets, mais aussi de la persévérance, car il faut beaucoup de travail pour réaliser ces rêves. Mais dans le même temps, il faut préparer le vol de tous les superlatifs, de toutes les attentes, la traversée du Pacifique. L'équipe vérifie minutieusement chaque détail technique et allège au maximum le poids de la structure. André aussi se prépare à faire le grand saut. OK. Donc le Cypress va libérer le parachute dès le moment où vous êtes à moins de 3900 mètres à peu près. Hein. Oui. Vous ne pourrez pas faire de chute libre en dessous de 3900 mètres. Oui. Merde, alors, c'est pas là qu'on va s'entraîner, hein? Bon. faut aller un peu plus haut. Donc, c'est pas une raison pour sauter. Parce qu'en fait, ça va être comme ça, hein? Ça va être comme ça, et puis là, tu vas être comme ça, et puis là, tu vas tourner, puis tu vas aller chercher là. Alors là, il faut que je le trouve. Là, il est loin. C'est pas ça. Mais il s'est pas tendu, tu vois, c'est pas évident, hein? C'est celui-là qu'il faut que je trouve, là, et après, c'est là, voilà. Partir pour 5 jours, on l'a jamais fait. On l'a fait en vol virtuel, mais on l'a jamais fait en réel. Donc c'est vrai que ça va demander à tout le monde la capacité d'accepter qu'on prend un certain risque. Je vais vous faire un court-circuit sur le bus essentiel 1. Ça va dire que tu perds ce bus. Ça veut dire que tu perds le bus essentiel 1. D'accord. Pour le reste de ton vol. Voilà, donc tu as perdu tes moteurs. Tu as perdu la moitié de tes moteurs. Tout ce qui est sur Essential One ici, ça va gueuler. Exact. Tu auras des alarmes partout. Tu auras des alarmes partout. Donc tu vas vraiment... Moi, je t'ai dit, je l'ai fait. Moi, tu te prends une quinzaine d'alarmes dans la gueule dans la seconde, tu as les struts dehors et tu as 2 moteurs coupés. Tu finis ta mission avec ça. Oui, c'est ça qui est important. Tu peux finir ta mission. Finir la mission. Chacun a des responsabilités qui sont grandes. Moi, j'ai discuté avec les ingénieurs. Les ingénieurs ne dorment pas ou ne dormiront pas pendant ces vols-là. Parce que si l'avion se retrouve en bas pour des questions techniques, ils vont se sentir responsables. Et donc, c'est la même chose pour le centre de contrôle, c'est la même chose pour le Safety Review Board, finalement. Donc, la responsabilité, elle est personnelle, je pense, pour ces personnes-là, elle est à vie. Je sens que c'est le moment maintenant. On est prêt, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne faut pas dire qu'on réussisse, hein, parce que, est-ce qu'on a pensé à tout, etc. C'est une autre question. Mais on a fait ce qu'on devait faire, ce qu'on pouvait faire. Maintenant, à voir si finalement les choix qu'on a faits sont les bons.
Bertrand a rejoint le centre de contrôle à Monaco pour suivre ce moment crucial minute par minute. C'est une partie d'échecs avec la météo qui commence, où il faut 10 coups d'avance pour gagner, avec un adversaire totalement imprévisible. Trouver la faille dans les nuages, identifier le passage entre les différents fronts qui se succèdent sur le Pacifique. Il faudra que Solar Impulse soit capable de tenir le cap durant 5 jours, au-dessus des nuages et loin des vents. On est mieux dans le passage en étant encore au nord, au 180. Bon, sauf le décollage, là, par contre, on est un peu mal au niveau des Cirrus. C'est un océan qui, à certains moments, porte bien son nom, Pacifique. Et ce qu'on espère, c'est d'arriver à trouver le bon moment pour qu'il nous accueille. Ce n'est pas une question de passer en force, on ne gagnera jamais. C'est une question de choisir juste le moment parfait entre des dépressions pour voler dans du ciel bleu, pour voler avec du soleil, pour éviter les nuages qui donneraient des turbulences à l'avion. Les simulations à Monaco ne vont pas empêcher la météo de venir jouer les troubles fêtes. Pendant 3 semaines, Solar Impulse est condamné à rester à l'abri dans son hangar. La pression monte d'un cran, car la fenêtre météo pour traverser le Pacifique est extrêmement étroite. Depuis 8 ans, chaque année, on a fait des simulations et on a fait un vol, par exemple, complet l'année passée autour du monde de manière virtuelle, sans avion, mais en simulant finalement l'ensemble de la trajectoire que cet avion aurait pu faire. Mais c'est vrai que ça reste quand même un petit peu théorique. J'ai reçu beaucoup de choses. Voilà, si on regarde, bon là, on est vendredi, on sait qu'il fait mauvais temps vendredi et samedi sur Nanjing. C'est dommage parce que là, c'est un joli couloir. Là, hein. Ça, c'est croiser les doigts. C'est la situation dont on rêve. Ouais, il faut cross fingers, croiser les doigts, comme on dit. Don't cross fingers, cross the Pacific, ah, my bon, friends. alors, ok, ça c'est une meilleure idée, ouais. Allez, on va le traverser. Monaco de nouveau en ligne. Nous avons fait un rapide tour de table. Pour votre information, tout le monde ici donne le feu vert. Météo. Ensemble? Vert. Il a dit vert. Pour ma part, en Chine, c'est vert. Pour l'ingénieur de la mission, c'est bon, feu vert pour le vol. Et pour l'équipe au sol? C'est vert. Tous les ingénieurs donnent le feu vert? SRB. On est vert. Then we have, Et pour le pilote? My pilot is green. Le pilote est vert. Enfin, j'espère que non. Le pilote n'est ni vert ni blanc. Il est en bonne santé. Je me sens vraiment privilégié d'avoir la chance de tenter ce vol. C'est vrai que ça va être une expérience fantastique, donc on est tous excités, mais moi je peux vous dire que je le suis particulièrement. C'est le moment tant espéré. Enfin, le moment de vérité pour cet avion et tous les hommes qui ont repoussé depuis 12 ans les limites du possible. Dans quelques minutes, André s'élancera au-dessus de l'océan Pacifique, aux commandes de Solar Impulse, une épreuve pour l'homme et pour la machine. André, mon frère solaire, tu es sur le point d'effectuer le vol le plus fabuleux jamais réalisé avec Solar Impulse et de montrer au monde ce qu'il est possible de réaliser avec des technologies propres. C'est un moment extraordinaire. Je te souhaite le meilleur vol que tu puisses faire. Je suis très ému et je te dis au revoir, André. Bon vol. Premier jour assez extraordinaire dans cet avion. Je commence à m'habituer. Je fais finalement tout ce que j'ai prévu de faire depuis les programmes de repos, le yoga, les exercices de respiration, se nourrir, utiliser les toilettes pour tous les besoins, organiser ce cockpit finalement, hein, le rendre habitable. Chaque jour, André suit un même profil de vol, précis. D'abord, il grimpe. Comme le cockpit n'est pas pressurisé, l'air se raréfie et le masque à oxygène devient obligatoire.
Solar Impulse se doit d'atteindre 9000 mètres d'altitude avant la nuit. La température chute alors à moins 20 degrés. À partir de ce moment-là, l'énergie est rationnée. Il fait nuit noire maintenant. André a commencé la nuit. André doit voler de manière extrêmement douce, extrêmement stable. Il faut rester à 24 nœuds. Il faut économiser l'énergie à chaque instant. Peut-être qu'il faudra même couper certains instruments si on voit qu'on passe en dessous de la courbe raisonnable de consommation. Et puis il y aura le lever de soleil. Mais le lever de soleil, ça ne veut pas dire que l'avion a déjà de l'énergie. Non, il faut attendre 2 heures à peu près que le soleil soit assez haut pour que les cellules solaires captent de nouveau assez d'énergie pour continuer. Et on a ce moment qu'on appelle Energy Neutral Morning. C'est le moment où l'avion peut, grâce à l'énergie qu'il capte sur le moment, maintenir un vol horizontal. À partir de là, c'est gagné. Ah, deuxième jour, ça fait 36 heures que je suis parti. Je pense que passer la nuit, c'est ce qui m'a le fait le plus plaisir et puis et impressionné aussi. L'avion fait tellement de bruit, il se passe tellement de choses que j'entends, que je le sens vivre en fait. C'est vraiment une symbiose entre les deux et c'est comme ça qu'on peut avancer. La situation actuelle, un peu comme dans toutes les grandes aventures, elle a 2 aspects. D'un côté, on peut dire que tout va bien, l'avion vole, André va bien. Et de l'autre côté, on peut aussi voir que c'est la merde totale, l'autopilote ne marche pas et les météorologues ne trouvent pas de moyen de traverser le front de mauvais temps dans 5 jours. Alors maintenant, bon, les questions se posent un petit peu différemment puisque la météo a changé, on pouvait s'en douter. La question c'est est-ce qu'on pose au Japon ou est-ce qu'on va essayer de traverser ce front-là? Moi je suis assez confiant, c'est pas possible qu'on s'arrête ici. J'ai 8 heures d'attente, je vais continuer à faire, monter au 280, on attend dans la mer du Japon et puis je pense tout à fait sereinement. Plus tôt on discute d'une nouvelle route vers Fukushima, plus vite on annonce le déroutage, plus les chances de sauver l'avion seront grandes. Je veux dire sauver et le pilote et la mission. Je me demande s'il n'y a pas plus de risque de perdre l'avion à Fukushima qu'en essayant de rejoindre Hawaï. Si on a Solar Impulse sur le tarmac de Fukushima, les hangars mobiles bloqués dans le cargo, et qu'on assiste à la destruction totale de notre avion à cause de la météo sans être capable de faire quoi que ce soit, c'est vraiment stupide. André, on doit te réveiller là. On a un gros problème maintenant au niveau du passage du front. C'est-à-dire que le front qu'on peut passer au 5e jour, c'est complètement rebouché, ce qui veut dire qu'on doit s'arrêter et poser au Japon. Puis attendre un jour de plus. Alors attendre un jour de plus, on y a pensé aussi, ça paraît difficile parce qu'il y a le mauvais temps qui rattrape derrière toi. De toute urgence, Solar Impulse doit être dérouté sur le Japon. Il faut trouver immédiatement un aéroport qui accepte cet atterrissage imprévu et qui puisse héberger l'avion pendant une durée indéterminée. C'est un bras de fer administratif qui commence. Gregory Blatt, le 3e homme de Solar Impulse, négocie pied à pied. Ok, donc j'ai discuté avec André et on demande diversion sur Romeo Juliette November Alpha. Ok, so here's the situation. Étant donné la situation exceptionnelle, les autorités de l'aéroport se sont mises d'accord et ils vous acceptent sur l'aéroport de Nagoya. J'ai battu mon record, Raymond. J'ai trouvé un aéroport d'urgence. C'est incroyable, ça. C'est une équipe très réduite qui accueille l'avion au Japon.
Bon, j'ai quelques points à vérifier pour être certain que tout est en ordre pour ton atterrissage. Cet atterrissage forcé est une grosse déception. Un obstacle qui met en péril l'exploit annoncé. Seule consolation, avec cette traversée, André vient de battre le record du plus long vol solaire. Record du monde! Un petit bout de chemin. Faut que je me désaccorde un peu. Film prendre ces moments-là. Excusez-moi, je viens de prendre mon service et je demandais plutôt à ces messieurs, Niels et Ralph, quand pensez-vous repartir dans les airs? D'ici, on va voler vers Hawaï. Et donc, on a vraiment besoin d'une bonne météo. Alors, on espère que ça sera dans quelques jours. Bonsoir. Hein? Cela fait 2 jours qu'André n'a pas dormi. Et la nuit blanche n'est pas terminée. L'absence d'une bonne partie de l'équipe va le contraindre à gérer lui-même tous les problèmes de front. À commencer par la sécurité de l'avion. Écoute, ça va bien? Super. Terry, on va vraiment avoir besoin de votre soutien demain pour obtenir l'autorisation d'installer le hangar mobile. C'est vital. Si on n'a pas ce hangar mobile, on va perdre l'avion. Car l'équipe de Solar Impulse a une solution pour protéger l'avion en cas d'escale imprévue. Une structure gonflable aux dimensions de l'appareil est capable de résister à des vents de 100 km/h. Oui, Damien? Voilà. Donc, ce qu'on fait, écoute, on fait tout en parallèle. On fait les blocs en parallèle, la chape en parallèle, on fait tout. Et puis, on verra. Si on a tout sur place, on se démerde après. Pour le moment, les autorités japonaises refusent l'installation du hangar mobile. Les vents sur la piste sont sérieux et risquent de renverser l'avion. Alors cette nuit, l'équipe a littéralement retenu Solar Impulse à bout de bras. Salut jeunes, ça va? On survit? Le vent vient toujours de la même direction? Non, ça tourne. Même pas? Non, c'est vent de cul et quand on se prend des rafales, c'est généralement un vent qui vient de la droite, comme si le vent venait de la piste, venait taper contre l'usine et nous arrivait comme ça. Je pense que toute chose qu'on peut faire sera utile en fait. Et il faut qu'on les fasse aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui qu'on peut sauver l'avion. On a déjà cassé une partie là, c'est pas dramatique donc ne pense pas que le projet est perdu pour ça. Mais ça montre, si tu veux, que si la météo s'aggrave, elle va de toute façon s'aggraver demain, je pense que le risque il sera maximum, quoi. À la fin de la journée, un compromis a été trouvé avec les autorités de l'aéroport. Le montage du hangar mobile peut enfin commencer. Une opération qui nécessite 6 heures de travail. Il était temps. La dépression qui touche le Japon est violente et s'intensifie au fil des heures. Ça sèche super bien maintenant. Non mais non, il n'y a plus d'eau, Ça va être plus sec que quand on est arrivé, donc c'est bien. Ouais, je pense, ouais. C'est qu'il est aussi brave. Ouais. Moi j'ai peur qu'il soit trop sec après. Oh, c'est bon, ça, on peut s'arranger. Ouais, pour les air conditionnés. Constamment, il y a l'équipe qui est là, qui tourne, qui regarde, parce qu'on regarde comme ça, il vit, il bouge avec le vent. Mais ça a sauvé l'avion maintenant, bien sûr. Ouais. Oh, c'est clair, ça c'était cuit. Hein. Il n'y avait même pas besoin de... Je veux dire, maintenant, l'avion, il n'existerait plus avec le vent qu'il y a. Cet arrêt forcé au Japon met les nerfs à rude épreuve. Mais l'équipe au sol est déjà au travail pour vérifier, réparer, pour redonner des ailes au projet.
Bertrand le disait déjà au sujet du Pacifique, on ne pourra pas passer en force. Dans cette aventure, tout est affaire de précision, de calme, à l'image de Solar Impulse, dont les réparations s'apparentent plus à de la haute couture qu'à de la mécanique. Après 3 semaines d'une météo désastreuse, le ciel offre une légère embellie, une brèche dans laquelle l'équipe décide de s'engouffrer. Je crois que j'y croirais vraiment lorsqu'on aura passé la côte du Japon. C'est vrai ça fait longtemps qu'on essaye, on a rejeté beaucoup de ces fenêtres. On pense que celle-là est la bonne, ça va peut-être pas être nécessairement facile non plus, mais en tout cas au point de vue météo, on pense qu'on a trouvé le bon chemin. La météo est complètement pourrie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand on voit ça, on voit bien que c'est impossible de passer au travers. Mais c'est un véritable désastre. Oui, 5 sur 5 maintenant, ça marche. Écoute, on a le dernier run de GFS et la voie est bouchée. Donc on attend un peu Luc qui doit essayer de nous trouver des sondages pour voir s'il peut confirmer ou pas. André, c'est Michael. Quand je vois les perturbations qui se dirigent vers l'est, j'aime pas du tout l'idée de te laisser aller là-bas sur l'océan. C'est vraiment de la loterie. On doit prendre une décision dans les secondes ou les minutes qui viennent. Je suggère qu'on retourne au hangar. C'est mon avis. Je ne suis pas sûr que nous ayons raison d'annuler. Et je sais que nous aurions tort de partir. Oui, j'entends ça. Mais c'est une situation terrible. Et j'imagine surtout pour toi. Je suis terriblement désolé pour toi, André. Mais ne sois pas désolé. Mais quand j'ai dit que nous devions arrêter, Michael m'a dit merci. Je crois que ça veut tout dire. Laisse-moi le dire ici à tout le monde pour qu'on rentre. Donc c'est confirmé, le vol est annulé. On retourne au hangar malheureusement. Mais c'est la vie. Vous avez fait un travail fantastique. On a essayé tout ce qu'on pouvait. On a juste échoué sur les derniers centimètres. Niki-san, je suis toujours là. Allons au bureau de l'immigration avec le passeport. L'avion est de nouveau conduit en sécurité par une équipe au moral en berne. Ça a été tellement traumatisant pour l'équipe de devoir annuler le décollage d'André moins de 5 minutes avant le départ, avec toute la presse du monde entier qui suivait les opérations, que cette fois on a envie de partir de manière totalement confidentielle et discrète. En fait, on n'avertit personne. On va mener nos opérations et quand l'avion sera en vol, si possible au moment du point de non-retour, à ce moment-là, on va dire « ça marche, l'avion vole et on part sur Hawaï ». Ok, on y va. On y va. La météo est enfin clémente. Dans le secret de la nuit, Solar Impulse s'envole pour une nouvelle tentative. André, je te lève mon chapeau. Vole bas, vole doucement, vole prudemment. À Monaco, les ingénieurs sont inquiets. André vient de déceler une panne majeure dans le système de surveillance du pilote automatique, le fameux MAS.
C'est un problème grave qui oblige le pilote à assurer un contrôle quasi permanent des paramètres de vol. C'est clair que la panne du MAS n'est pas une raison pour s'arrêter. Non, c'est pas si clair. Le risque est très élevé. Le risque est vraiment très élevé. On va pas s'arrêter pour un MAS quand on a la fenêtre du siècle. La décision de traverser sera, au final, notre responsabilité à Bertrand et à moi. Même si tout le monde, bien entendu, peut exprimer clairement son point de vue. Et de mon côté, en tant que pilote, je pense pouvoir gérer ce risque. Et je me suis d'ailleurs préparé depuis le début à ce type de situation. Donc, si je comprends bien, tu demandes à l'équipe son soutien pour le vol et pour le projet, si toi et moi décidons de continuer. C'est bien ce que tu demandes, André. Oui, personnellement, j'ai le sentiment de pouvoir le faire. Mais nous avons besoin du soutien de tout le monde. Si tu décides de continuer, en tant qu'ami et en tant que membre du projet, tu as tout mon soutien. Mon plus grand souhait est surtout que l'on continue tous ensemble. Je déconseille fortement de continuer le vol. Mais si la direction du projet décide de continuer, je ne partirai évidemment pas. Je resterai à bord et je ferai tout ce que je peux. J'aimerais que vous vous souveniez de tous les pilotes qui se sont tués en essayant de réaliser leurs rêves. Parce que vous savez, on n'entend jamais les histoires de ceux qui sont morts. Je comprends que vous ayez peur. J'ai été très souvent confronté à ce genre de situation dans ma vie. Mais je vous assure, ça en vaut la peine. Ici le Capcom, désolé de vous interrompre, mais il faut qu'on commence l'ascension maintenant si on veut avoir une chance de respecter le profil de vol. Vas-y. Monte. Allons-y. Et merci pour tout. Et soyez convaincus que ce n'est pas de la loterie. Toutes les grandes choses qui se sont faites dans l'histoire ont été faites en sortant des procédures, en sortant de la zone de confort, en sortant de la manière habituelle de penser et de fonctionner. Si on reste toujours dans la manière habituelle de fonctionner, si on reste toujours dans ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise, eh bien, on ne crée pas. Tout premier jour, j'ai pensé que le premier jour serait comme ça, et c'était assez dur de décider. Parce que ça te remue dans les tripes, hein, ça te prend, ça m'a pris au fond de moi, vraiment dans l'estomac. Et puis, pas vraiment savoir si c'était la bonne décision. Bon, techniquement, je pense que c'est bon. Mais vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de Yasmine, c'est vrai que waouh, pas facile, hein. Pas facile, mais je pense que ça ira. En tout cas, je vais battre et puis je pense que je n'oublierai jamais ce moment-là. Pardon, je fais un petit film du lever du soleil, mais c'est juste un moment spécial. J'ai l'impression de faire le vol avec toi. Je me dis, je vais pas manquer ça. C'est magnifique. Attends, on voit exactement maintenant le soleil qui sort. C'est absolument génial, juste en face de toi. Il faut la première nuit pour larguer les amarres, pour se retrouver vraiment dans l'aventure. Et là, maintenant, tu y es. Tu vas profiter de plus en plus, là, maintenant, des jours qui viennent. Tu as deux phases complètement distinctes, avec masque oxygène, sans masque oxygène. Sans masque oxygène, j'ai toute la flexibilité que je veux pour me déplacer dans le cockpit. Et puis, je vais profiter de ce moment-là pour commencer tout ce qui est méditation, exercice de respiration, yoga. Je
suis rentré dans un niveau de conscience que j'ai rarement ou pas vécu dans d'autres situations. Le temps de repos a été calibré par l'équipe médicale. Des séquences de 20 minutes, pas une de plus, sous peine de tomber dans une phase de sommeil profond. Car en cas d'urgence, le pilote doit retrouver tous ses réflexes en un clin d'œil. Bonjour André, c'est Jean-Pierre. Une première question concernant ton état de fatigue. Comment le qualifies-tu après les périodes de sommeil que tu as eues? Mais j'ai eu ma tête après, où j'ai plutôt en fin de journée. Bon, c'est pour ça. Il commence à nous gonfler celui-là. C'est vrai que se réveiller dans le cockpit comme ça avec une alarme, j'ai aucune capacité pour réfléchir. Donc la seule chose que j'ai faite, c'est mettre en évidence l'instrument le plus important, qui est un petit horizon artificiel. Hein, c'est la position de l'avion. Si la position est bonne, la vitesse sera bonne, tout sera bon. Et petit à petit, mon cerveau redémarre et je peux commencer à regarder qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et ça a vraiment bien marché. Là-haut, André vient de passer une ligne imaginaire, tout un symbole. La ligne de changement de date, au beau milieu du Pacifique. Tu confirmes que tu as des maux de tête? Non, pas des maux de tête. Mais il y a des trucs qui poussent sur ma tête. C'est vraiment étrange. Ah, d'accord. C'est super. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est peut-être parce que je suis revenu un jour en arrière. Excellent. Cet avion vole jour et nuit. Il a fait 2 cycles complets. Il commence le 3e maintenant. Et il peut reproduire ça autant qu'il veut. Et c'est ça le symbole. Parce que le pilote économise son énergie pendant la nuit pour atteindre le lever de soleil et continuer le jour suivant. Et dans notre monde, dans notre société, l'humanité doit faire la même chose. On doit économiser l'énergie, économiser les matières premières et les ressources naturelles pour atteindre la génération suivante sans avoir de crash. J'aimerais résumer la situation, qui de mon point de vue n'est pas aussi positive que vous la présentez ici. On a un pilote qui commence à montrer des signes de fatigue. On a des batteries endommagées qui ne tiendront peut-être plus très longtemps. On a eu une première rupture de communication, donc André se retrouvera seul si ça arrive encore. Soyez bien conscient que ce n'est pas terminé. Le vol n'est pas fini. Bon, les ingénieurs sont très pessimistes, ils disent tout va lâcher et tout. Nous, on est plutôt du côté optimiste, je pense, sinon on ne serait pas là. C'est un anticyclone. Ouais, c'est dingue. Ce qui est important là dans cette nuit maintenant, c'est qu'ils puissent se reposer. J'espère vraiment qu'on trouvera des zones sans trop de turbulences, parce que s'il y a des turbulences, il devient tout de suite assez agressif pour trouver une zone sans turbulences. Oui, mais ça dérange de faire une heure comme ça et de rester dans le vent après? Simplement, on risque de quitter cette zone qui est calme actuellement. Oui, je t'ai dit que Monaco, j'essaye de savoir un jour. Je veux absolument. Donc c'est la journée 4, et puis aussi ce sera la dernière déjà. Et la dernière, ça me fait presque un petit peu peur, parce que c'est extraordinaire passer à la fin, c'est vrai que on a battu tous les records, on a démontré ce qu'on voulait démontrer, on a un travail d'équipe inouï. Donc je pense que de ce côté-là, c'est fabuleux. Mais bon, ce sera la dernière, ce sera la fin. Ce sera le rêve réalisé. À un moment donné, il y a 1 ou 2 jours, j'ai tellement d'émotions qui est montée, je me suis mis à pleurer. C'était un peu ridicule, tout seul dans ce cockpit de pleurer, mais c'était tellement fort et ça m'a fait tellement plaisir, en fait. C'était tellement génial d'avoir ce feeling-là que, bon, j'ai laissé aller, je l'ai vécu tout seul, mais c'était très beau.
C'est l'étape la plus longue et la plus difficile de tout le tour du monde qui est en train de se faire maintenant. Ce n'est pas seulement une première historique dans l'histoire de l'aviation, c'est une première historique dans l'histoire de l'énergie. 5 jours, 5 nuits, sans carburant. C'est le vol le plus long d'un avion monoplace. C'est absolument magnifique. Et le vent donné par l'équipe au sol est de 0,4-0,3 nœuds dans l'axe. Plus un bruit, petit vent de face. Honolulu, Solar Impulse 2 au final. On est fou, hein? On est vraiment des barges. Manual height 10 meters. 8, 6, 3, 1 meter. Manual sit down. Incroyable, hein? Incroyable! Mais c'est vrai que je ne crois pas, quoi. Hein? Atterrissage, centerline. Moi aussi, j'étais un peu sportif, j'ai fait c'est un peu fou. Oh là là, oh, c'est fou. Mon André. Oui, mon Bertrand. Hein? Je suis tombé amoureux de cet avion-là. C'est plus un avion, c'est un super copain. On a fait ça ensemble, hein. Il m'a aidé, je l'ai aidé, il a eu ses petits problèmes, j'ai eu mes petits problèmes. Et puis finalement, ensemble, on est arrivés. Puis quand je le vois, j'ai envie d'aller le tapoter sur l'épaule. C'est un peu le feeling que j'ai aujourd'hui. Le pilote suisse boucle l'étape piloted by veteran Swiss aviator André Borschberg. Ces technologies fonctionnent, qu'on peut voler 5 jours, 5 nuits non-stop, c'est fou. Solar Impulse Baking became a reality. En se posant hier soir à Hawaï, Solar Impulse est entré dans l'histoire. C'est l'heure du bilan. Et les ingénieurs réalisent que le cumul d'un vol test suivi du vol de 5 jours sur Hawaï a endommagé les batteries. Bien sûr, l'équipe pourra remplacer les batteries déficientes d'ici 1 ou 2 mois. Mais le Pacifique, lui, n'attendra pas. Dans quelques semaines, les conditions météo rendront impossible toute tentative de passage. Quand je suis arrivé ici, c'est vrai que j'étais très heureux d'être là. Mais de l'autre côté, aussi très triste de quitter finalement ce que j'étais en train de vivre. Il y avait la pleine lune, j'étais juste au-dessus de ces nuages. Et avec cet avion, c'est vrai que j'aurais pu continuer. Ce que nous avons pu faire est vraiment fantastique. Personne ne l'avait fait avant. Félicitations à tout le monde. Nous avons eu des retards, des vols extraordinaires, des moments superbes, des moments difficiles aussi. Nous avons dû prendre des décisions compliquées, mais nous avons battu tous les records avec le vol d'André. Pour résumer, nous avons vécu une aventure et un grand moment d'exploration. Mais pour ceux qui croient que l'exploration et l'aventure, c'est seulement de réussir et d'agiter un drapeau, eh bien c'est faux. L'exploration a surtout lieu au sol. Elle est dans les moments de doute, dans les moments où l'on pleure, dans les moments où nous sommes tous ensemble pour partager des difficultés.
Et c'est seulement parce que nous avons été capables de faire tout ça que nous sommes aujourd'hui tous ensemble à Hawaï. Donc l'aventure continuera. Et j'espère que son esprit continuera également. C'est donc là que l'aventure s'achève pour le moment. En 2016, Solar Impulse repartira pour boucler son tour du monde. En s'accrochant à leurs rêves, Bertrand Piccard et André Borschberg ont ouvert une voie. Solar Impulse a fait progresser les technologies actuelles. Il propose des solutions et porte en lui la promesse d'un autre avenir. Un avenir, une aventure collective dans laquelle nous pouvons tous devenir des pionniers.